Voilà, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre magazine AgriBoost. AgriBoost qui fait la promotion de l'agriculture, de la pêche et d'élevage, ainsi que de produits fabriqués en République démocratique du Congo. Quand je parle je parle de produits agroalimentaires fabriqués par les entrepreneurs congolais Made in DRC. Et pour ce numéro d'AgriBoost, nous avons un invité sur ce plateau, Gustave Tshibangou, analyste économique et puis coordonnateur national de Jakwa. Gustave Tshibangou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Lionel, et merci beaucoup. Alors, Gustave Tshibangou, je reviendrai vers vous, le temps pour moi de prendre l'actualité. D'accord. Sur les 68 milliards de francs congolais attendus dans le secteur de l'agriculture jusqu'en juin de l'année en cours, aucun franc n'a été investi sur les ressources propres. Selon le dernier rapport sur les états de suivi, au cours de ces 6 mois écoulés, les investissements sur les ressources propres prévus dans ces secteurs, dans les secteurs de l'agriculture, n'ont pas connu un début d'exécution. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et dans un autre secteur, le ministre de l'Agriculture, Désiré Birinza, a effectué une visite aux cacaoyères de Missa-Kaben, située au nord de la ville de Kisangani. Nous sommes dans la province de Lachopo. Le numéro 1 de l'agriculture en RDC estime que la relance de cette entreprise pour booster les développements de cette entité. Voilà, on va passer à autre chose. Parlons de la relance de la pêche en République démocratique du Congo. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Djema, qui a lancé le processus d'acquisition de 6 bateaux de pêche pour le pays. D'après le ministre de la Pêche, d'après le ministre de la Pêche et de l'Élevage, le premier lot de ce navire de pêche concerne le zoo maritime de l'océan Atlantique. Regardez. Reportage, hein? Je prends l'invité, hein? Dans l'invité. Ok. Il y a un jingle pour l'invité? Je n'ai pas annoncé les sujets, annonce les sujets. Voilà. Il n'y a pas de jingle pour l'invité. Ok. Voilà, après ces éléments d'actualité, nous allons recourir à l'invité, notre invité de cette émission AgriBoost, avec qui nous allons parler de l'investissement dans le secteur de l'agricole. Vous avez suivi avec moi 7% de taux d'exécution, aucun franc de caissier. Parmi le montant attendu pour investir dans ce secteur de l'agriculture, on en parle avec notre invité, je l'ai annoncé, Gustave Tshibangou. Il est analyste économique, coordonnateur de Jakwa. Gustave Tshibangou, votre réaction d'abord par rapport à ce rapport? Je suis d'abord très heureux que vous, en tant que journaliste, vous puissiez vous informer de manière régulière sur les annonces, en réalité, du gouvernement, mais aussi des différentes directions. La direction des programmations du ministère du Budget, qui a mis à la disposition des journalistes ces statistiques. Quand vous parlez de 7% des taux d'exécution, il faut d'abord les savoir. Il y a de prévisions qui ont été faites au niveau de la loi des finances de l'exercice 2022. Déjà à partir de décembre 2021, il y a eu des prévisions. Dans la loi des finances, il est prévu plus ou moins 400 millions de dollars dans les secteurs agricoles. Donc dans les secteurs de l'agriculture, l'État devra mobiliser le moyen tant au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Parce qu'il faut savoir ici que ces financements n'est pas que le financement sur ressources propres. Le financement est fait à la fois sur les ressources propres, domestiques, mais également sur les ressources extérieures. Oui. Et les 7% représentent, c'est pour les 6 premiers mois. Donc les 6 premiers mois, on avait estimé qu'on devait financer les secteurs de l'agriculture à une hauteur, je crois, de 34 millions. Et sur les 34 millions... 34 millions de dollars américains. Je crois bien. En francs congolais, c'est voilà. 68 milliards 68 milliards de francs congolais. Et donc, les taux d'exécution des 7% est faible. C'est faible dans le sens où les 7% représentent le passif, ce que nous considérons ça comme un passif, dans le sens où l'orientation
de ressources qui ont été prévues pendant les 6 premiers mois, mais exécutées à 7%, c'est une faiblesse en termes de taux d'exécution. Mais aussi, le détail est que l'allocation de ces 7% ou de ces millions qui ont été alloués dans le secteur de l'agriculture pendant les 6 premiers mois, c'est dans le sens où on a orienté ces dépenses-là vers la bureaucratie. Ça veut dire que l'acquisition, c'est les frais de fonctionnement généralement qui ont dominé, et sur les projets qui doivent permettre en réalité la vraie agriculture, parce que quand on parle de l'agriculture, vous avez évoqué... Avec tout ce que nous possédons comme potentialité, effectivement, nous avons le manioc, arables, de terres irrigables, effectivement, en même temps, oui. Voilà, donc on devait normalement orienter ces ressources propres vers l'agriculture, la vraie agriculture, ça veut dire le projet agricole, mais les 6 premiers mois, les constats est fait, on s'est limité que sur la bureaucratie, ça veut dire sur les investissements dans les frais des consommations. Donc ça n'a pas été investi dans les vrais projets agricoles qui doivent permettre au pays d'avoir une sécurité alimentaire, surtout qu'à l'heure actuelle, vous savez qu'il y a une crise alimentaire au niveau international. Le gouvernement n'a pas été en mesure, dans le premier semestre de l'année 2022, de répondre à cette crise alimentaire. Effectivement, c'est parce que... qui frappe le pays. Effectivement, c'est parce que moi, j'ai dit toujours que les questions non répondues d'hier sont le problème d'aujourd'hui. Et les problèmes non répondus d'aujourd'hui sont des problèmes dans le futur. Donc, ce sont des crises dans le futur. Et donc, la crise alimentaire est arrivée. Elle devait être une opportunité pour un pays qui a 80 millions de terres arables, qui a une population de plus de 90 millions, qui a une population qui cultive dans le milieu rural, avec une population de plus de 70% qui vit dans les zones rurales. Cette crise serait une opportunité pour nous. Mais du fait que nous n'étions pas préparés, nous ne sommes pas inscrits dans une logique de planification, dans une logique de développement, il s'est fait que la crise qui devait être une opportunité pour nous, nous la subissons. Nous la subissons, vous avez vu, avec le blé. Aujourd'hui, dans le programme ATA RDC, qui a été mis en place par le président de la République, l'agenda de transformation agricole, il est évoqué également la question de manioc. La panification. La panification. De la farine faite sur base de manioc. Oui. Effectivement, pour nous permettre un peu d'être résilients face au choc au niveau international, lié également au bleu, parce que nous importons le blé à partir de l'Ukraine. M. Tshibangou a feuilleté, a décrypté ce document. Il y avait de montants qui étaient attendus pour financer ces secteurs agricoles. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le gouvernement hésite toujours pour faire de ces secteurs sa priorité, une de priorité? Parce qu'au-delà de questions sécuritaires, l'agriculture aussi, vous l'avez dit, nous avons de potentialités. Si nous utilisons cette potentialité, nous pourrons faire une résilience aux importations. Effectivement, oui. Donc vous avez évoqué de la sécurité, mais la sécurité n'est pas que au niveau des conflits à l'est de la RDC. La sécurité, c'est aussi la sécurité alimentaire. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des enfants qui meurent chaque jour de l'insécurité alimentaire. Si vous partez au Kasaï, au Grand Kasaï dans l'ensemble, vous allez vivre que les gens meurent de famine. Il y a une insécurité alimentaire. Et donc, il faut résoudre ce problème. Et si aujourd'hui, le gouvernement n'est pas en train de tenir compte, alors que déjà dans la loi des finances, comme je vous ai dit, il a été prévu 400 millions de dollars, et ces 400 millions sont mobilisables à la fois au niveau interne, mais également au niveau externe. Au niveau interne, par exemple, il est prévu, toujours dans les secteurs agricoles, on ne voit pas seulement du côté dépenses, mais également du côté recettes. Parce que le secteur d'agriculture permet également à l'État de pouvoir mobiliser les fonds. Il y a des recettes qui sont dites de recettes administratives. Mais ces recettes-là ont été revues un peu à la hausse par rapport à 2021, avec un taux de croissance de plus ou moins 75%. Ça veut dire que ça prouve déjà en suffisance qu'il y a quand même une volonté au sein du gouvernement pour pouvoir faire de l'agriculture les leviers de développement. Mais le côté
financement pose problème. Ça pose problème à partir du moment où c'est un problème un peu général. Nous avons parlé dans les anciennes émissions ici, nous avons parlé de la question de l'allocation de ressources. L'allocation de ressources pose problème. La qualité de la dépense. Lorsque vous avez des institutions qui réalisent des dépassements budgétaires, sachez déjà, le budget c'est un gâteau. À partir du moment où il y a une institution ou bien un secteur qui y avait prévu de consommer par exemple 100 millions de dollars et que cette institution consomme 150 millions, ça suppose que sur l'ensemble du gâteau, on doit tirer une partie. Les 50 millions autres doivent être tirés dans un secteur pour pouvoir financer les dépassements de cette institution-là. Donc vous voyez que la qualité ou soit la rationalité des dépenses publiques est très très importante et notre État ou soit notre gouvernement doit essayer de jouer un peu à ces jeux-là, réduire en réalité les niveaux de dépassement budgétaire des institutions. Parce que, à mon avis... Réduire les trains de vie des institutions. Effectivement, c'est ce qui fait... Qui a un impact négatif sur d'autres secteurs tels que l'agriculture. Tel que l'agriculture. C'était quand même prévu. Qui en souffre depuis plusieurs années. Oui. Plusieurs années. Oui. L'agriculture, il n'y a pas... Mais d'abord, je dis, est-ce que c'est comment appeler ça, insensibilité ou je ne sais quel adjectif remplacer là-dessus? Parce que d'abord, le montant alloué dans les prévisions budgétaires à ce secteur, c'est pas grandiose. Ouais, c'est un montant qui est, je dirais, c'est insignifiant à ce que représente la RDC comme pays et tirer encore, soutirer quelque chose de là pour compenser dans d'autres secteurs qui font de dépassements budgétaires. C'est vraiment insignifiant déjà. Dans la loi des finances, c'est 4,2% du budget qui est alloué au secteur d'agriculture et élevage. Donc vous voyez déjà que c'est vraiment insignifiant. Mais dans cette situation, on ne doit pas connaître des dépassements budgétaires. Ça vraiment, c'est le principe. Il ne faut pas qu'on se le fasse. Il faut éviter que les institutions de la République puissent réaliser des dépassements budgétaires. Surtout des institutions qui ne sont pas productrices. On vous dira ce sont des dépenses de consommation. Il y a des faits fortuits, il y a des faits occasionnels qui surviennent et c'est ce qui fait que si ces institutions-là font de dépassements... Non, les urgences, on peut le comprendre. Il y a des urgences et des urgences. Mais quand vous regardez les frais de fonctionnement de nos grandes institutions, si vous faites l'approche institutionnelle du budget, vous allez voir que les institutions, vous prenez la présidence de la République, vous prenez la primature, vous prenez le Parlement. Ce sont les trois grandes institutions qui consomment pratiquement, je crois, la moitié du budget. Et ça, il faut revoir, il faut rationaliser les dépenses. Les 3/4 même du budget. Effectivement. Et donc, il faut revoir, il faut améliorer la qualité de la dépense publique. Mais au-delà de ça, il faut voir également le côté recette. Parce qu'aujourd'hui, même si on parlait de 4%, même si on donnait par exemple 20% du budget de la RDC au secteur agricole, mais 20% des 10 milliards. Donc vous voyez déjà que la base, elle n'est pas aussi grande. Il faut un grand pays comme la RDC, nous ne pouvons pas avoir un budget de 10 milliards. C'est vraiment insignifiant. Et je vois les efforts qui sont en train d'être fournis par le ministre des Finances, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut multiplier les efforts. Nous sommes un grand pays et nous sommes des gens, en réalité, nous ne pouvons pas dormir. Nous devrions travailler 24 heures sur 24 heures. J'ai participé à la campagne de sensibilisation sur les civismes fiscales et à la gestion responsable des deniers publics avec la coordination pour les changements des mentalités, qui est un service de la présidence de la République. J'étais sur terrain, mais j'ai vu. L'objectif, c'est d'élargir l'assiette fiscale de la RDC. Il faut faire quitter les gens du secteur informel vers le formel. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que les administrations fiscales sont loin de la population. La population réclame pour dire il n'y a pas de proximité. Dans des milieux ruraux, par exemple. Dans les milieux ruraux, par exemple. Parce que dans des milieux et dans des zones urbaines, les administrations sont toujours effectivement pas trop loin. Pas trop loin. Vous verrez quelqu'un qui est à
Badara, Mpassa, vous verrez quand même, il y a un bureau de la DGI, quelque part, de Effectivement. GK, de Gérard, des consorts. Ouais, ça c'est Oui. pour le milieu urbain. Mm. Mais dans le milieu rural, là où s'effectue l'agriculture dont on est en train de faire allusion, vous voyez, la majorité des gens qui sont là, des agences économiques qui sont là, aujourd'hui, je dirais sont dans pas que- l'informel. Mm. Et donc, ça ne permet pas aussi au secteur agricole de contribuer efficacement dans le budget de l'État pour espérer également un retour. Est-ce que la décentralisation ne serait pas aussi l'un des facteurs responsables de cette situation? En soi, Parce qu'il y a des provinces, des zones qui étaient réputées de greniers agricoles. Aujourd'hui, avec cette décentralisation, on ne sait plus, je ne sais pas, situer telle zone. On savait que dans le Grand Bandundu, par exemple, on retrouvait qu'on appelait les Mbwengi, les histoires comme ça. Dans le Bas Congo ou le Congo central, on retrouvait tel produit. Mais avec cette décentralisation, nous sommes passés de 11 à 26 provinces. Cela, c'est aussi responsable de cette situation? en fait, il faut nuancer. La décentralisation qui a été faite, moi personnellement, je suis partisan de la décentralisation. Mais la décentralisation dont moi je prône, c'est une décentralisation économique. Ce n'est pas la décentralisation politique avec des finalités bien politiques. Et c'est ce qui a conduit à ce que nous vivons maintenant. Si seulement cette décentralisation était vraiment économique, on l'a pris au sérieux, ça devait être quelque chose de très intéressant. Dans quel sens? À cette décentralisation, on voulait accompagner cela à une caisse que nous appelons la caisse des péréquations. La caisse des péréquations, l'objectif était de quoi? Il y a des provinces qui contribuent de moins en moins dans le budget de l'État et que les efforts des autres provinces peuvent être orientés vers les provinces qui ne contribuent pas ou qui n'ont pas la capacité telle que les autres. Vous prenez par exemple le Grand Katanga. La majorité, ou soit la production minière de la RDC, vient du Grand Katanga. Et plus on produit de ce côté-là, plus on contribue également dans le budget de l'État. Et donc, s'il faut rétrocéder les 40%, le montant qui sera rétrocédé pour la province du Haut-Katanga et le montant qui sera rétrocédé pour la province, par exemple, du Maniema ou bien du Kasaï, ne va pas permettre à cette province de se développer. C'est comme ça que l'idée de la mise en place de la caisse des péréquations, mais qui, normalement, n'a jamais été opérationnelle. Si elle était opérationnelle, moi je crois qu'il y a certaines choses qu'on pouvait éviter. Les mêmes personnes qui produisaient hier dans ces provinces-là, aujourd'hui, ces personnes-là ne vivent plus dans ces provinces. L'exode rural. Ils ont quitté les provinces pour venir dans le milieu urbain. Et quand ils quittent là, vous pensez que la production sera la même? Oui. Elle ne sera pas la même. Personne ne va produire. Il n'y aura plus de production. Et du coup, c'est les sous-développements qui s'installent. Alors dès là, le programme de développement de 145 territoires. 145 territoires, Oui. c'est réussi un atout pour développer, répondre à cette situation, à cette question. Parce que si on développait les territoires, le milieu qu'on estime reculé, personne ne va envier les grandes villes, moins encore les zones urbaines. C'est ça, c'est ça. Ce programme-là est très intéressant dans le sens où nous avons parlé d'abord de l'agenda des transformations agricoles. Ça fait, le programme de développement local des 145 territoires fait partie de cet agenda des transformations agricoles. Dans le sens où, sur les 4 composantes de ce programme, la première composante concerne les infrastructures, la deuxième composante concerne le développement des chaînes de valeur locales, ce qui renvoie à l'agriculture, bien sûr. Donc vous voyez que si ce programme est mis en œuvre, bien que ce n'est pas facile pour que ça soit mis en œuvre, parce que nous avons vu déjà certaines réalités, le programme national, le programme des Nations Unies pour le développement, qui a démontré qu'il y avait des difficultés pour déplacer les intrants des milieux urbains vers les territoires où on devait effectuer des travaux. Et donc, c'est une des agences d'exécution qui a démontré ça. Et donc, ce n'est pas vraiment facile. Il y a ce problème d'infrastructure et du fait que dans ce programme, il est inscrit également la première composante, c'est les infrastructures, et que le programme sera mis en œuvre de manière, en termes des phases. La première phase, c'est d'abord les infrastructures. Ces infrastructures-là vont permettre
à ce qu'on puisse également améliorer les déplacements, ou soit les déplacements des intrants, mais également des personnes. Et donc, la création de cette chaîne de valeur locale sera très très intéressant parce que ça va permettre non seulement accroître les niveaux de la production, mais ça va également permettre aux jeunes de trouver de l'emploi. Vous connaissez les taux de chômage qu'il y a aujourd'hui au pays. Et la spécificité encore, c'est que notre pays, nous avons la population en âge de travailler ou la population active. 60% de cette population se trouve dans le secteur agricole. Donc vous voyez que la création de ces chaînes de valeurs locales... Et cette agriculture qui est malheureusement traditionnelle avec des méthodes rudimentaires. Effectivement, bon, c'est une agriculture à deux phases. Il y a la subsistance, mais la petite agriculture commerciale qui est faite, c'est pratiquement pour également l'exportation. Si vous prenez la partie Est, par exemple, les agriculteurs qui sont là, vous allez voir que nous commerçons un peu beaucoup plus avec le Rwanda, mais également l'Ouganda. Les petits commerçants transfrontaliers qui sont là, les entrepreneurs qui sont déjà dans l'insécurité, à tout moment, il y a l'insécurité liée à la guerre, les groupes armés qui viennent à tout moment. Il s'est fait que ces agriculteurs-là préfèrent un peu se déplacer, aller vers l'extérieur. Donc vous voyez, ça affecte, il y a plusieurs défis comme ça qu'il faut résoudre, mais nous devrions quand même aller. Avec ces programmes, moi je crois que la création de ces chaînes de valeurs locales va permettre... Il faut combien de temps pour que cela soit une réalité? Bon, en fait, lorsqu'on s'inscrit dans une logique de développement, on va pas... Les développements, ce n'est pas en une année, en 2 ans. Tous les grands pays que nous envisageons... C'est un processus. C'est un processus lent. Un processus qui demande à ce que tout le monde soit engagé, que la conscience nationale soit Mais on devrait là. tenir compte aussi des différents accords que nous sommes en train de ratifier. Voir le développement doit suivre ce mouvement aussi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple de la zone de libre-échange économique. Oui. Avec l'agriculture, on pourrait aussi connaître ce que l'RDC pourrait offrir à ce pays, à d'autres pays. Mais aujourd'hui, une fois la ZLECAf mise en œuvre, on risque de perdre parce que ici, on voit d'ailleurs la production de maïs, je dirais, le maïs qui vient de Loufou sont moins chers que ce produit ici au pays. Voilà pourquoi on doit se préparer. Et pour se préparer, il faut une planification. Et la planification, quand je regarde, par exemple, je vous ai dit, l'ATA, l'agenda des transformations agricoles, c'est un programme qui est étalé dans la durée. Vous voyez. Mais quand vous regardez les projets qui sont dans ce programme, il y a des projets également qui demandent 1 année. Il y a des projets de 2 ans. Il y a des projets de 3 ans, de 5 ans. La ZLECAf, par exemple, c'est un projet de long terme. Ce n'est pas un projet où, je vous avais d'ailleurs parlé ici, que c'est un processus progressif. Donc nous, par exemple, nous avons déjà ratifié à la zone de libre-échange continentale africaine, mais la mise en œuvre en République démocratique du Congo, elle n'est pas encore opérationnelle. Elle n'est pas encore opérationnelle. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays moins avancé. Nous sommes parmi les pays les moins avancés et on nous donne la possibilité des 10 ans. Donc on ne supprime pas les taxes ou bien les tarifs douaniers de manière brusque comme ça. Non. Nous avons 10 ans d'expérience, d'expérimentation, mais aussi pour le produit non stratégique. Ça veut dire 10 ans de préparation qui doivent être mis à profit aussi. Oui, mise en profit. Voilà pourquoi au niveau interne, avec des programmes comme le programme des 145 territoires, si on est sérieux dans ce que nous faisons et que chacun dans son secteur, parce que moi je considère la gestion du pays ou la gestion de la RDC comme un système. C'est un tout. Et dans ces tout, nous avons 56 membres du gouvernement. À partir du moment où il y a un, c'est comme une équipe de football. Lorsqu'il y a un qui ne joue pas bien, il va affecter. Et il faut que les gens comprennent que quand je ne suis pas en train de bien travailler dans mon secteur, ça peut affecter également l'autre secteur. Nous parlons de l'agriculture, mais vous allez voir qu'il y a la question des routes qui arrive. Il y a la question de l'industrie qui arrive. Et là, ce n'est pas un seul ministre.
c'est plusieurs ministres qui Une interviennent. coordination de Une plusieurs coordination. secteurs. Voilà pourquoi il faut que tous comprennent que c'est un système, que nous sommes inscrits dans un plan, que nous sommes inscrits dans un processus de développement et que chacun doit jouer son rôle. Et il y a une interdépendance entre ces différents secteurs. Alors rapidement, Monsieur Gustave Tshibongo, vous êtes analyste économique. D'abord, merci pour ces belles analyses, mais quand est-ce que le Congolais mangera à sa faim? Quand est-ce que le Congolais mangera à sa faim? C'est possible. Parce que la terre, nous l'avons. La terre, nous Les l'avons. ressources halieutiques, nous en avons aussi. Effectivement. Nous avons tous ce facteur, toute ce potentialité. Mais quand est-ce que nous allons manger à notre faim? Nous allons manger à notre faim. Hmm. La première des choses, c'est au niveau de la bonne gouvernance. Ça veut dire le leadership. Le leadership dont on fait allusion ici, ce n'est pas question seulement du président de la République. Parce que moi, je me dis, je vois toujours les analyses qui sont faites également par les personnes, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit par vous les journalistes. On pense que c'est seulement le président de la République. Je vous ai démontré ici que le Congo, c'est un tout. Si on veut manger bien, cela n'est possible que si les systèmes roulent. Et dans ces systèmes, il y a des acteurs. Bien que principalement, le premier acteur, c'est le président de la République. Il faut que chacun joue son rôle là où il est, dans son secteur. C'est lui qui est dans l'agriculture, qui joue dans l'agriculture. C'est lui qui est dans les commerces extérieurs, qui joue dans les commerces extérieurs. C'est lui qui est dans la pêche. C'est lui qui est au niveau des finances. C'est lui qui est dans le numérique. Donc, c'est vraiment un tout, un ensemble, un système. Et à partir du moment où ces systèmes roulent bien, que nous également, nous pouvons manger bien. Il ne suffit pas que le ministre de l'Agriculture aujourd'hui se dise, voilà, je mets en place, comme c'est le cas, l'agenda des transformations agricoles, on met en place la création des chaînes de valeur locales, et du coup, le Congolais va manger. Non, pas du tout. Il faudra des infrastructures, Voilà, merci il faudra de beaucoup. l'énergie, Une coordination d'action. coordination Bien d'action. que chacun a le rôle de jouer sa partition, mais une certaine coordination au niveau d'une synergie d'action. Effectivement, et cette synergie d'action doit passer par des politiques conjoncturelles, mais également des politiques structurelles. Voilà, Monsieur Gustave Tshibongo, analyste économique, coordonnateur de Jacqua, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Lionel, et je serai toujours disponible à répondre à vos invitations. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Gustave, nous allons prendre une autre rubrique. Saviez-vous que le fruit contient de nombreuses richesses indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme? De nombreuses sortes de fruits sont produits, cultivés ici en République démocratique du Congo, mais malheureusement, le quinoa consomme de moins en moins, certains par manque d'habitude, d'autres par manque de moyens financiers aussi. Le détail dans ces reportages réalisés par Maris. Arboriculture. Voilà. Place à une autre rubrique, le mot du secteur. C'est quoi le mot du secteur pour cette émission d'AgriBoost? Arboriculture. Découvrons-le. Après le mot du secteur, place au rendez-vous. C'est tout? Après le rendez-vous, c'est tout, non? Oui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission AgriBoost. Merci de votre attention soutenue. AgriBoost, je l'ai dit tantôt, qui fait la promotion de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, mais aussi de produits agroalimentaires fabriqués par nos entrepreneurs, par les entrepreneurs locaux. C'en est fini pour ce numéro d'AgriBoost. Le rendez-vous dans le prochain numéro.